Le 28 avril 1789, les gardes suisses et les gardes françaises du roi reçoivent l'ordre de réprimer l'émeute populaire qui s'est déclenchée dans le quartier du Faubourg Saint-Antoine, à Paris. Mets-toi à genoux. Allez. Vas-y. Une répression aveugle qui va faire plus de 300 victimes. Va ailleurs, toi. Le quartier Saint-Antoine s'est embrasé quelques jours plus tôt, lorsque le patron de la manufacture de papier peint Réveillon a imaginé baisser les salaires des ouvriers. Alors que Paris souffre de la faim et que le chômage frappe les faubourgs de la ville, la provocation patronale a déclenché la fureur des ouvriers. C'est ce jour-là, dans les ruelles de Saint-Antoine, livrés à la violence des troupes royales, que nous rencontrons pour la première fois ces Parisiens qui expriment une colère contenue depuis trop longtemps. Il est Saint-Marcel, les gars, on ramène le quartier. Jonas Le Bigan, un ouvrier de la manufacture des Gobelins, qui est venu dénoncer le sort réservé aux travailleurs parisiens. Et Gabrielle Pechloche, une modeste lavandière qui doit se battre pour survivre et qui habite avec son fils le faubourg de Saint-Marcel au sud de Paris, comme Jonas Le Bigan. C'est là, les gars. C'est là. Venez voir. C'est Jonas, il ramène un blessé. C'est pas malheureux de voir ça. De retour dans le quartier Saint-Marcel, les manifestants sont sous le choc. Qu'est-ce que vous faites à pleurer, bande de débiles? S'en foutent de vos larmes. C'est des gens foutres, comprennent qu'un seul langage. On va pas se laisser faire. On va leur montrer. Marcel, Marcel. Non. Ah, pitié, non. Il est parti. Allez, les gars. Dans cette petite auberge, on sent que la France est en réalité au bord de l'explosion. Car la fusillade du Faubourg Saint-Antoine fait écho aux émeutes populaires qui se multiplient depuis plusieurs mois, du nord au sud du royaume. Mais alors que ces troubles de la faim et de la misère secouent la France, le roi, lui, semble bien plus préoccupé par le lancement de ses États généraux. Louis XVI vient de les convoquer pour imposer son autorité à la noblesse du pays qui conteste son pouvoir. Dans toutes les provinces du royaume, le roi a invité les 3 ordres qui structurent la société à désigner des délégués aux États généraux. Ces 3 ordres sont la noblesse, l'ordre privilégié qui monopolise les fonctions les plus prestigieuses, le clergé, qui, comme la noblesse, est exonéré de tout impôt, et le tiers-état, qui regroupe ces bourgeois, juristes et commerçants, qui payent l'essentiel de l'impôt et qui exige maintenant un partage du pouvoir. Quant au peuple, il ne sera pas représenté par des délégués. Il est cependant invité à rédiger des cahiers de doléances. Tout à coup, le paysan, l'ouvrier comme le bourgeois du tiers-état sont unis pour dénoncer les inégalités dans le pays. Ils ne supportent plus que la noblesse et le clergé les écrasent de leurs privilèges. Le roi a ouvert un processus sans imaginer ce qui allait se passer. Jean-Paul Rabot Saint-Étienne est alors délégué du tiers-état pour la ville de Nîmes. Il convoque les États généraux en janvier 89, en décrétant que des cahiers de doléances permettront à tous les citoyens de participer à ce processus. Que font alors les gens? Ils se saisissent de cette opportunité pour exprimer leurs sentiments. Et quel est leur sentiment? Cela fait des siècles que la nation est soumise à des lois arbitraires qui pèsent à la fois sur la vie et la richesse des citoyens. Des citoyens qui, comme vous et moi, sont écrasés par les impôts, auxquels échappent les ordres tout-puissants de la noblesse et du clergé.
Les gens veulent que cela change. En réalité, Louis XVI a convoqué ses États généraux pour forcer la noblesse à accepter le nouvel impôt qu'il veut créer. Alors, pour gagner son bras de fer contre cette noblesse qui ose le défier, le roi a besoin de la bourgeoisie du tiers-État dont il a doublé le nombre de délégués. Ils sont donc 578 du tiers-État à défiler dans les rues de Versailles, contre 271 pour la noblesse et 291 pour le clergé. Mais le 5 mai, quand Louis XVI ouvre solennellement les États généraux, sa stratégie se retourne contre lui. Nous étions très nombreux parmi les délégués à pressentir qu'il y aurait dans cette réunion une opportunité à ne pas manquer. Les délégués de la bourgeoisie sont pour la première fois majoritaires, à eux seuls. Et ils comptent bien en profiter pour imposer leurs exigences. Et la première d'entre elles, c'est le refus de la règle qui veut que les votes se déroulent par ordre. C'est-à-dire une voix pour le clergé, une pour la noblesse et une pour le tiers-État. Les représentants de la bourgeoisie exigent au contraire un vote par délégué qui leur donnerait la majorité. Et tant qu'ils n'obtiendront pas satisfaction du roi, ils vont refuser pendant plusieurs semaines de débuter les travaux. Jonas Le Bihan, comme beaucoup de travailleurs modestes, ne croit pas que les événements qui sont en train de se dérouler à Versailles puissent changer quoi que ce soit pour lui, l'ouvrier des Gobelins. Il ne se sent d'ailleurs pas représenté par cette bourgeoisie du tiers-État, qu'il considère bien trop éloignée de ses difficultés quotidiennes. Bien sûr qu'il faut qu'il gagne. Le tiers-État, il est de notre côté à nous, les gens du peuple. Arrête, sérieusement. Le roi les laissera jamais faire. Moi, je te dis qu'ils vont réussir parce qu'ils ont raison. On n'en peut plus des taxes. Juste Coupigny est un brasseur réputé de Saint-Marcel qui, en tant que notable du quartier, a participé à la désignation des délégués du tiers-État. Moi, c'est bien simple, hein, entre celle sur le vin, le bois, ou même l'aventure. Je m'en sors pas, moi. Je sais pas, franchement. On n'a jamais eu notre mot à dire et là, avec nos cahiers et nos députés, on va nous écouter. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'à Réveillon, ils n'ont pas hésité à nous tirer comme des lapins. J'ai pas confiance. Mais c'est ton problème, ça. Tu fais jamais confiance à personne. Il fait jamais confiance. De toute façon, ils arriveront à rien sans les curés. Hein. Bon. Pas vrai, l'abbé? Il va faire quoi, le clergé, dans cette histoire? C'est paradoxalement le clergé qui va faire basculer le rapport de force à Versailles. Après plusieurs semaines de blocage, plusieurs délégués du clergé choisissent en effet de rejoindre la bourgeoisie dans sa fronde contre le roi. Tout à coup, les délégués du tiers-État ne sont plus seuls. Alors, le 17 juin 1789, ils prennent la décision inouïe de se constituer en Assemblée nationale, représentante du peuple français. Les délégués de la bourgeoisie et du clergé sont en train d'inventer la démocratie représentative qu'ils comptent bien imposer au roi et à la noblesse. Ce coup de force pousse Louis XVI à reprendre en main une situation qui est en train de lui échapper. Le 20 juin, le roi fait fermer la salle des États généraux pour empêcher la nouvelle assemblée de se réunir. Nous sommes stupéfaits. Alors à ce moment-là, il y a eu un peu de flottement. Et alors Bailly, le député de Paris, propose que nous nous rassemblions dans la salle du jeu de paume de Versailles. Puisque nous n'avions pas le droit de nous réunir dans une salle officielle, nous allions le faire dans une salle publique, d'habitude réservée aux sportifs. Nous sommes conscients de vivre un moment historique. Et tout à coup, dans cette salle qui résonne, la voix de Mounier s'élève et il demande que chacun prête un serment, jamais se séparer et rester réunis jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie. Ce serment, le 20 juin 1789, dans la salle du jeu de paume, entre dans l'histoire de France. Le peintre révolutionnaire David dessine alors le vent de la révolution à venir et glorifie cette Assemblée nationale, née de l'union entre le tiers-État et le clergé. Les délégués ne reculeront plus.
Alors, quand 3 jours plus tard, le 23 juin, Louis XVI joue le tout pour le tout afin de mettre un terme à la rébellion, il va faire face à une révolte sans précédent dans l'histoire de la monarchie. Le roi a beau refuser de reconnaître l'Assemblée nationale, il a beau exiger que le clergé et le tiers-état retournent délibérer séparément, quand il quitte la salle, rien ne va se passer comme il l'avait imaginé. Nous sommes demeurés immobiles et silencieux sur nos sièges. Et une consigne avait été donnée le matin même à tous les délégués afin qu'ils restent dans la salle. Le grand maître des cérémonies royales était désemparé, il court prévenir le roi de la situation et il revient vers nous pour nous rappeler l'ordre royal de dispersion. Alors Mirabeau, notre bouillant collègue, emporté par sa fougue comme toujours, a prononcé ces fameuses paroles que maintenant tous connaissent par cœur. « Dites à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous quitterons nos places que par la force des baïonnettes. » Nous étions comme pétrifiés par notre propre courage. Écoutez! Écoutez! Ils ont refusé de sortir! C'est pas vrai! Je t'avais dit qu'il en était capable. Et là, ce vieux briscard de Mirabeau, avec sa tête de démon, répond à deux braisés sans hésiter 1 minute. Dites à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes. Louis XVI est donc obligé de s'incliner face à l'union de la bourgeoisie et du clergé. Il reconnaît officiellement la nouvelle Assemblée nationale, pour le plus grand bonheur du peuple de Paris. La situation des Français les plus modestes va peut-être enfin changer. C'est l'espoir de Gabrielle, la lavandière des bords de Bièvre. Gabrielle rêve d'offrir à son fils Jean-Jean un meilleur avenir que le sien. Elle qui, comme nombre des habitants du quartier, ne sait pas lire et ne peut compter que sur ses bras pour tenter de s'en sortir. Cette nouvelle Assemblée nationale représente peut-être une chance inespérée. Mais l'espoir des Parisiens sera de courte durée. Début juillet, Paris comprend que le roi n'a fait mine de céder que pour mieux préparer sa contre-attaque. Louis XVI rassemble tout à coup 20 000 soldats autour de Paris, dont plusieurs régiments allemands et suisses qui s'installent sur le Champ de Mars. Et lorsque le 12 juillet, le roi renvoie son ministre Necker qui plaidait pour un compromis avec l'Assemblée, la peur des Parisiens se transforme en panique. Dans les jardins du Palais Royal, c'est l'effervescence. Une révolution populaire est en train de se lever pour défendre la révolution politique des États généraux. Et c'est l'avocat Camille Desmoulins qui, à ce moment-là, joue un rôle crucial. Le 12 juillet, au Palais Royal, j'étais dans une colère noire. Pire, cette colère était en train de se transformer en désespoir. Alors, je me suis lancé. J'ai parlé avec mon cœur et j'ai presque crié « Citoyens, il n'y a pas un instant à perdre. Je reviens de Versailles. Monsieur Necker est renvoyé par le roi. Ce renvoi, c'est le tocsin qui sonne, une Saint-Barthélemy des patriotes. Ce soir, tous les bataillons suisses et allemands sortiront du Champ de Mars pour nous égorger. Il ne nous reste qu'une seule solution, courir aux armes et mettre des cocardes pour nous reconnaître. » Immédiatement, dans le jardin des Tuileries, puis place Louis XV, une foule se rassemble pour exprimer sa colère. Mais la manifestation est immédiatement attaquée par un régiment de dragons allemands qui charge, sabre au clair. Heureusement pour les Parisiens, ce 12 juillet, des régiments de garde française décident de défendre Paris plutôt que le roi. Et ils repoussent violemment un premier assaut des soldats allemands. Dans la soirée, la foule en colère prend alors possession des rues de la capitale. L'objectif des Parisiens, ce sont ces barrières douanières qui entourent Paris et qui prélèvent sur toutes les marchandises l'impôt dit de l'octroi. À la barrière des Gobelins, c'est Jonas Le Bigan qui a pris la tête de la contestation. On suit le mouvement. Les octrois de Saint-Jacques et de la Santé ont déjà flambé. À mon avis, d'ici demain matin, il n'en restera pas un debout.
Faut qu'ils comprennent qu'on veut que ça change vraiment. Eh, où est-ce que tu vas, toi? Je travaille là, je dois récupérer les registres. Ah bah ça tombe mal. Tu vas aller dire à ton patron de percepteur qu'on va tout cramer. Attendez, moi je suis d'accord avec vous, mais si je rentre sans ces registres, ça va me coûter cher. Je vais me faire virer. Ouais, bah pour le moment, on sait surtout ce que ça nous coûte, tes registres. À chaque fois qu'on rentre une marchandise dans Paris, ils nous saignent comme des cochons. Mais j'y suis pour rien, moi. Non, papa, vous Laissez passer maintenant. Laissez-moi passer. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Allez, rentre chez toi. Athanase l'amoureux tient le livre de compte de cette barrière d'octroi, une des 57 de la capitale. Sachant lire et compter, Athanase est un modeste rouage de l'administration parisienne. Putain, vous êtes complètement dingue. Qu'est-ce que vous aurez gagné quand l'Octroi aura flambé? Bon, allez, on crame tout ça, là. Le lendemain, le 13 juillet, la révolution populaire prend plusieurs visages. Émeute de la faim à la maison Saint-Lazare, où le peuple des faubourgs pille un riche couvent. Insurrection place Louis XV, où la foule tente de récupérer de vieilles armes obsolètes dans un entrepôt royal. Et au même moment, à l'Hôtel de Ville, place de Grève, les délégués de la bourgeoisie parisienne créent, sous la direction de Jean-Baptiste Bailly, la Commune de Paris, qui recrute immédiatement plusieurs milliers de volontaires pour former une garde municipale armée. Les Parisiens s'apprêtent à entrer dans l'histoire.